Bienvenue dans cette troisième édition du Prémédia Enfance Majuscule. J'ai très envie de remercier très sincèrement tous les bénévoles de l'association qui se mobilisent toute l'année pour que ce prix soit un succès. Quand je dis toute l'année, c'est toute l'année, vraiment. La valeur de la parole des enfants a perdu beaucoup en quelques années. Il est temps qu'on entende à nouveau. Les programmes audiovisuels qui informent, transmettent, font prendre conscience aux adultes et aux enfants que leur parole est entendue, doivent être repérés, encouragés, primés encore et encore et encore pour libérer cette parole. Cette année, on a voulu travailler avec l'ESRA, qui est l'école de réalisation audiovisuelle, pour aller chercher les jeunes réalisateurs au berceau et les formater déjà pour qu'ils aient conscience de ce qu'était la protection de l'enfance. Mais qu'est-ce qui m'a foutu un gamin aussi débile ? Les mots sont aussi violents que les coups. Tiens, je te les rends. Ma maman, elle est tombée par terre. C'est prêt, tu viens dîner ? C'est une violence à laquelle on pense pas beaucoup finalement. Au quotidien, c'est répété. Ça accompagne l'enfant dans son éducation avec une violence qui est très puissante et qui a évidemment des énormes répercussions en tant qu'adulte et dans son éducation. On est plus habitué à penser à la violence physique. J'ai préféré choisir la violence psychologique parce que c'est aussi un problème que nombreux enfants subissent très souvent. C'est important d'arriver à une définition auprès des enfants parce que sans connaître la définition, ils ne peuvent pas savoir. C'est surtout du harcèlement sans s'en rendre compte. On a pensé que la violence parentale était impossible. Parce que dans les stéréotypes sociaux, il y avait maman gâteau et papa pélican. Ça veut dire qu'on est soumis à nos représentations. Et la représentation facile, ça a été de penser que la maltraitance, ce ne sont que les coups. Or, maintenant, on sait que la violence verbale, même quand elle se passe autour d'un enfant, est une agression pour l'enfant. Parce que c'est une émotion très forte. Et même si l'enfant n'est pas physiquement touché, il est bouleversé émotionnellement, il est agressé, il est traumatisé. Merci en tout cas à tous les trois. On va commencer avec le prix fiction. Que Cervin résiste, c'est très bien, parce que ça oblige Orphée à trouver des idées. Non, vas-y, c'est bon, ça, j'en ai pas des idées, moi. Rien à foutre de votre histoire d'amour à la con. Lola. Non, c'est bon, j'ai pas d'idées, ça me prend la tête, là, ça me saoule. Lola, tu viens d'avoir l'idée. Quoi ? Tu l'as dit. C'est une histoire d'amour. C'est de ça dont il faut parler. Je voulais raconter que pour peu qu'une enfant, une adolescente rencontre des adultes confiants, à l'écoute, intelligents, responsables, audacieux, quelle que soit l'institution dans laquelle il se trouve, il pouvait sortir de l'impasse cet enfant. Dans les pays en guerre, un garçon qui n'est pas violent est méprisé. Dans un pays en paix, un garçon violent est méprisé. C'est-à-dire que, en fait, si ces filles deviennent violentes, c'est que quelque chose dans leur milieu s'est désorganisé et ne leur a pas permis de contrôler la violence. Et ce qui permet de contrôler la violence, c'est d'abord la parole, elles parlent de manière violente, et les rituels sociaux. Ces enfants, la Chine va leur donner un nom. Les Reihreise, littéralement les enfants noirs, cachés, ceux qui ne devaient pas naître. Ce film raconte le combat de Li Shui pour tenter de faire reconnaître par la justice chinoise tout simplement qu'elle existe. Un combat qu'elle mène seule. Aucun avocat à Pékin n'a accepté d'assister sa défense et de l'assurer. Le sujet est trop sensible en Chine. Ce prix, bien entendu, on lui dédie, ainsi qu'à toutes ces familles qui se battent pour que leur enfant coupable de naître ne soit pas condamné à ne pas être. C'est une loi qui, sur le papier, était très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dans les années suivantes, les enfants étaient transformés. Ils n'avaient plus l'effet régulateur des enfants entre eux. Ils avaient une mère sacrifiée, consacrée à leurs ordres. Et on a vu ces enfants devenir obèses, inertes, dépressifs, battant leurs parents. C'est-à-dire qu'on voit à quel point la violence n'est pas que physique, elle peut être aussi administrative.
أدرك جنب بابا بالمكتب نزل أبرك معه صنع القنابل إنه لما له الصدايا هو بصنعهم لما له شرايط هدول الحمر عشان يحطن مدري يحطن هيك عشان يشالن وينزل الشرارة تحت يتنزل الشرارة تنفذ القنبلة. Ce que je trouve extraordinaire, c'est la sensibilité de Marcel qui, lui, seul, avec son appareil caméra et avec un traducteur, a réussi de laisser parler les enfants, de se laisser exprimer, dire les choses. Si on entoure ces enfants, on va en récupérer un grand nombre. On ne le fait pas, la culture ne le fait pas, et au contraire même, on stigmatise ces enfants parce que ce sont des petits voyous. Ils ont appris à se battre, ils ont appris à faire la guerre, ils ont appris à voler, donc on les juge au lieu de les sécuriser et de les entourer. Et là, on voit qu'on prépare une génération de délinquants, et c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la deuxième génération. La première génération souffre, fait la guerre, se tait, meurt, et c'est la deuxième génération qui exprime tous les marqueurs de mal-être, si on ne les a pas entourés. Vous avez commis des erreurs, mais j'ai pitié de vous. Les grands-parents pourront venir voir les enfants au village du Soleil et les voir grandir. J'espère que vous allez bien vous comporter pour peut-être être graciés. En tout cas, faites-nous confiance, nous allons financer l'avenir de vos enfants. Allez, dites au revoir à votre papa. Mon fils, ça me fait si mal. C'est vraiment une grande honte en Chine d'être enfant de condamnés à mort. Et donc, bien souvent, le reste de la famille n'a pas les moyens ou ne souhaite pas s'occuper de ses enfants. Il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent veuves de condamnés à mort et qui s'enfuient, abandonnent leurs enfants pour effacer en fait cet événement et refaire leur vie ailleurs, tout simplement dans une autre région de Chine et ne plus porter cette croix, entre guillemets, d'être veuve de condamnés à mort. Bien sûr, les enfants ne sont pas responsables des crimes de leurs parents, mais ça, c'est une réflexion d'adulte, parce que dans les cultures asiatiques, la filiation est tellement importante que les enfants portent le poids des crimes de leurs parents, puisque la filiation est encore plus importante qu'en Occident. Et il faut savoir absolument d'où viennent les enfants, si les enfants viennent de bonnes lignées ou si les enfants viennent de lignées criminelles. Donc les enfants arrivent au monde dans un récit qui est déjà stigmatisant par les adultes. You come here, man, every day is hell, man. Every day is hell, man. This shit is no joke, man. I've been in this kind of jail 2 years, 27 months. Since August 28, 2010. What's the day is? 14th. Of November 2012. Guess when I'm going home? When? Never. Never. Never going home. Depuis 2010, les 200 enfants qui étaient enfermés pour des récidives de vol à perpétuité, qui étaient des gamins de 10 ans, 12 ans, 13 ans, cela, c'est plus possible de le faire. On ne peut plus faire ça. La Cour suprême a interdit de recourir à la perpétuité réelle. Et en 2012, une deuxième avancée fait que dorénavant, on n'a plus non plus le droit de recourir automatiquement à la perpétuité réelle, excusez-moi, lorsque un mineur commet même un crime de sang. Et pendant la garde à vue, il y a une scène où on voit ce gamin de 12 ans répéter ce qu'il va dire. On le voit avec ses mots, avec ses gestes. Il est en train, c'est vraiment comme s'il allait jouer une scène. Et en fait, c'est sa mère qui a tué le petit et qui fait que lui se sacrifie pour sa maman. Ces situations-là sont impensables dans les pays où il y a une prévention qui s'occupe de l'enfance préverbale dans les premiers mois. C'est-à-dire que les pays d'Europe du Nord ont développé les métiers de la petite enfance. En 10 ans, ils ont fait une évaluation qu'ils appellent délicatement « retour sur investissement ». Dès l'instant où ils ont protégé la petite enfance des premiers mois, ils ont fait chuter la délinquance énormément à l'adolescence. C'est-à-dire que c'est dans les premiers mois que se joue l'aptitude, qu'un enfant peut acquérir l'aptitude à contrôler ses émotions.
On va passer au prix Docu tourné en France maintenant avec des encouragements pour commencer. Cette affaire, c'est celle de la petite Marina, 8 ans, assassinée par ses parents après 6 ans de torture. Marina, c'est la mort de trop. L'État est sommé de rendre des comptes. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la loyauté dont ces enfants faisaient preuve à l'égard de leurs bourreaux, qui étaient leurs parents. C'est-à-dire une incapacité totale à dire, bien sûr, la parole de l'enfant est très difficile à recueillir, mais même à ressentir quelque chose de négatif envers ses bourreaux. Et cette interdiction de ne pas aimer ses parents qui étaient maltraitants. Au XIXe siècle, un enfant sur 2 mourait dans la première année. 80% des enfants de pauvres et 20% des enfants de riches mouraient dans la première année. Et très souvent même, on s'arrangeait pour ne pas les baptiser tout de suite, de façon à ne pas avoir à emporter le deuil. Ce n'étaient pas des vrais êtres vivants. Mais c'est très difficile de penser l'infanticide et le néonaticide. Beaucoup de mères qui tuent le bébé soutiennent qu'elles n'ont pas tué un bébé, soutiennent que j'ai jeté au vide ordure. C'est pas un bébé que j'ai jeté, c'est un fibrome. Elles parlent comme ça. C'est-à-dire que l'infanticide est difficile à penser, et c'est une preuve de nos progrès de le penser. Lorsque ces femmes sont entourées, sécurisées par le mari, par la famille, par la culture, il y a beaucoup moins d'infanticide. En 2009, la Cour des comptes avait révélé le scandale. Les structures recevant ces enfants sont contrôlées en moyenne une fois tous les 26 ans. Comme il n'y a pas de contrôle non plus dans les familles d'accueil, des enfants peuvent être maltraités. Avec son téléphone, l'un d'eux en a enregistré les preuves qu'il a envoyées à sa mère, des traces de griffures et des hurlements. Tu te mets assis. Ne monte pas. Mais j'ai vraiment lui faire la cour, elle vient. Pour la première fois au ministère, on parle de bientraitance. Ça commence. C'est tout nouveau. On ne le faisait pas avant. Pour la première fois, les enfants placés sont représentés et parlent, ont la parole. Donc ça, c'est énorme. Normalement, on devrait contrôler beaucoup mieux les établissements, mais il n'est pas encore question de contrôle de l'argent. Et moi, je me pose des questions. Pourquoi ? L'aide sociale à l'enfance coûte entre 6 et 7 milliards par an, sans compter les retombées, délinquance, illettrisme, qui ajoutent 3 ou 4 milliards par an. Ça fait au moins 10 milliards par an consacrés au malheur de ces enfants, qui n'en profitent pas énormément. Notre enquête nous a fait découvrir le pire. Des enfants attachés, des enfants drogués aux neuroleptiques, des enfants que l'on frappe, que l'on insulte, que l'on humilie, sans qu'ils puissent se plaindre. Il va être bien, franchement il va être bien. Et vous aussi, parce que vous allez prendre, vous allez tant vous poser. Je ne t'abandonne pas. J'espère que tu le sais, mon amour. Je ne l'ai pas mis en Belgique parce que c'est une solution qui nous est proposée d'office par la Maison départementale des personnes handicapées. On nous dit qu'il n'y a pas de place pour votre enfant en France. On nous fait un truc assez marrant. On va vous laisser une liste d'établissements, une vingtaine. Vous allez postuler dans chacune. Et puis, ils vont tous vous dire non. Et quand vous reviendrez nous voir avec les 20 réponses négatives, on vous financera une place en Belgique. Il faut savoir que c'est vrai qu'il y a 20 000 enfants handicapés qui n'ont pas de solution en France, qui ne sont pas pris en charge par la société, qui se retrouvent avec leurs parents. Et c'est très difficile. Il faut quand même rendre hommage à toutes ces familles. Monsieur Marguerite est un homme admirable, sa femme est une femme admirable, vous êtes une femme admirable. Vous êtes une femme admirable, voilà. Et à tous ces parents, qu'ils soient placés ou pas, qui s'en occupent, vraiment beaucoup de respect. Merci à tous les trois, on va vous remettre votre prix. Merci. Un prix dont je suis très fière, parce que Simone Chalon a créé effectivement Enfance majuscule, s'est battue beaucoup pour la protection de l'enfance, et c'était une personnalité remarquable. Primer des personnalités remarquables en son nom me procure effectivement une grande fierté. Nous allons récompenser une femme remarquable, à laquelle je vais demander de venir parler de ce qu'elle fait, qui s'appelle Marie Baran-Kitsé. Vous parlez
de la maltraitance. Mais quand c'est l'État qui maltraite ses propres enfants et qu'on ne sait pas où aller se plaindre, c'est un peu compliqué. C'était le 27 avril. Un petit enfant, donc un jeune de 15 ans, s'est agenouillé dans la rue avec les mains en l'air en disant « Ne tire pas sur moi, moi je ne suis pas au milieu de ces manifestants ». Un policier de l'État a avancé et a tiré à bout portant 2 balles dans la tête et a tué cet enfant. Depuis ce jour-là, je suis devenue folle. J'ai voulu dénoncer, je suis allée dans toutes les télévisions. J'ai organisé les funérailles. Mais depuis ce jour, on me cherche pour me tuer. C'est la première fois, malgré tout ce que j'ai souffert, j'ai décidé de venir et de vivre caché même chez vous, de changer de vêtements. Mais ce dont je suis sûre, ma maman, le Burundi, n'est pas maudite. Je suis sûre que l'amour triomphera. Pendant 20 ans, je me suis battue. J'ai sauvé 50 000 enfants. Aujourd'hui, en fait, c'était par orgueil. Les enfants n'ont plus besoin de moi. Je peux venir ici vous dire combien c'est possible, même si vous dites la honte, d'arrêter la honte. Parce que ce qui va arrêter la honte, c'est notre capacité d'aimer. Le trophée d'honneur pour Boris Cyrulnik, qui sait ce que la défense de l'enfance veut dire et qui nous accompagne. Un grand merci, Boris. Je suis plein d'espoir. C'est-à-dire qu'en même temps, quand je vois la générosité de certaines personnes qui osent s'engager, qui ont le courage de s'engager, de ne pas se soumettre à un seul récit, qui ont le courage d'affronter, qui ont le courage d'organiser des associations, des interventions, et qui récupèrent un très grand nombre d'enfants s'il y a autour de ces enfants une niche affective et sensée. Seulement, voilà, beaucoup de cultures ne le font pas, et dans ce cas-là, ces enfants seront perdus parce qu'on ne les entoure pas. Dès l'instant où on organise des choses simples autour d'enfants gravement blessés par la vie, on ne récupérera pas du 100%. Le 100%, ça n'existe pas dans la condition humaine, mais on récupérera du beaucoup %. Et travailler, entourer ces enfants pour récupérer beaucoup %, je crois que ça vaut beaucoup d'efforts. Merci, vraiment merci à tous ceux qui veulent bien s'engager pour entourer un peu ces enfants. Mais merci à vous, Boris, de nous accompagner. Merci à Patricia, merci à vous. Alors, je vais demander juste à tous les lauréats de bien vouloir descendre pour la photo de famille. Merci à vous tous d'être venus.